faire attention au vote si vous avez. Bon courage, monsieur. Merci beaucoup, madame. Éric Pétard avait deux filles, Marion et Anna. Ses deux seuls enfants, âgés de 24 et 27 ans. Le 13 novembre, elles dînent au Petit Cambodge. Ni l'une, ni l'autre n'échappent à la violence aveugle des terroristes. 12 jours plus tard, ce père tente de franchir une étape d'un deuil impossible. Je suis en train de déménager l'appartement de ma fille à Marion qui s'est fait assassiner lâchement vendredi soir. Voilà. Voilà ce que je fais. C'est pas facile, non? C'est sûr que c'est pas de gaieté de cœur qu'on vient là. Elle terminait ses études au mois de juin là, et puis voilà, on serait venu au mois de juin, ça aurait été normal, mais voilà. Vous allez bientôt voter là. Eh bien, vous mettrez dans votre bulletin de vote pour les victimes du 13 novembre, je représente. Pour l'instant, la douleur d'Éric, incommensurable, s'exprime sous forme de colère. Lorsque vous allez voter là, hein, vous avez qu'à mettre pour Anna, Marion et les 128 autres victimes. Voilà. C'est au lendemain des attentats, après des heures d'angoisse, qu'Éric Pétard et sa femme Sylvie ont appris la mort de leurs deux filles. Il ne leur reste que les souvenirs et ces quelques objets. Ouais, ça va aller comme ça? Ah bah on va voir avec le vélo là-bas. Ah. Et ça, c'est des tableaux, ça? Ouais. Il faut les enlever parce que... 13 novembre 2015, la France est frappée par les pires attaques terroristes de son histoire. Un choc dans un pays déjà traumatisé par les attentats de janvier, visant Charlie Hebdo et l'hypercachère Porte de Vincennes. Ce sont des blessures de guerre, moi j'ai jamais vu ça. 2015, une année noire. Au total, 149 victimes du terrorisme en France. Restent les survivants, des dizaines de personnes blessées, choquées, meurtries, et des centaines de familles en deuil. Comment dépasser l'inacceptable ? Anna et Marion sont sur le point de demander l'addition au serveur du Petit Cambodge lorsque les kalachnikovs des terroristes les foudroient. Elle passait simplement un moment de détente entre sœurs. Deux sœurs, très complices. On fait quoi alors ce soir? Attends, je réfléchis. Tu réfléchis ou t'écris? Une semaine après les attentats, la boucherie-charcuterie de leurs parents dans le Loir-et-Cher est devenue un lieu de pèlerinage. Ouais, j'arrive pas à croire qu'on est en train de faire ça. Bon, j'ai pris des trucs pour me détendre, mais même comme ça. Faut qu'on ait le sourire qu'elles avaient. Ouais. Voilà. La joie de vivre. Elles étaient tellement belles. Eugénie était la meilleure amie d'Anna. Ensemble, elles avaient fait les 400 coups. Anna était un peu folle, un peu plus excentrique. Marion un peu plus réservée, mais elle avait quand même ce grain de folie Quand elle connaissait les gens, du coup, elle était comme Anna. Ouais. Et donc, elles avaient toutes les deux une passion. Marion, la musique, elle voulait en faire son métier. Et Anna, le dessin. Anna voulait vivre de sa passion. Juste avant sa mort, elle venait de décrocher un poste de graphiste à Barcelone. Ce qui va, je pense, beaucoup me manquer chez Anna, c'est les dessins qu'on se faisait pour Noël. On ne s'est jamais fait de cadeaux à Noël. On se faisait des cadeaux pour nos anniversaires. Mais pour Noël, on se faisait des dessins.
Et cette année, je ne vais pas avoir de dessin. Toute la région a été bouleversée par la mort des deux sœurs. Dans leur village, une école va être construite dans quelques mois. Elle portera leur nom. À quelques kilomètres de Blois, en pleine campagne, une ferme du 19e siècle. C'est ici que les deux jeunes femmes ont passé leur adolescence. Sylvie, tiens, tu le poses là-bas. Voilà, oh, pas tellement. T'as plus qu'à le mettre au four. Il y a un mois encore, Éric et Sylvie Pétard menaient ici une vie paisible, celle de parents fiers du parcours de leurs deux filles. Pour assurer leur avenir, ils avaient travaillé toute leur vie, 6 jours par semaine. Voilà, mon grand-père était de l'assistance, il a commencé ici, mon père a continué, puis ben moi je suis maintenant là. J'essayais de maintenir ça pour le bonheur de mes enfants, ben c'est foutu. On avait planté tous ces arbres là que vous voyez, des fruits, des vignes pour avoir du raisin de table, tout ça, pour que nos filles aient ce qu'il faut. Et ben voilà, tombé à l'eau. Tout est effondré. On n'a plus d'enfants. On n'a plus que du bien matériel qui va nous servir le temps de notre vivant peut-être, mais avec une amertume plutôt sévère. Un petit coin de bonheur qui disparaît. Depuis quelques jours, Éric et Sylvie ont décidé de rouvrir leur boucherie-charcuterie. Se remettre au travail pour tenter de fuir l'insupportable. C'est aujourd'hui leur jour de congé, dans une maison où tout leur rappelle leurs deux enfants. Voilà, le piano, il est là, et ma fille m'avait dit « je t'apprendrai à jouer de la musique quand tu vas être à la retraite ». Et ben voilà, elle pourra pas prendre. Toute ma vie, j'ai rêvé d'en faire un peu. ¿Me quieres? Muchísimo. ¿Video? Te quiero muchísimo. C'était les plus belles filles du monde et les plus gentilles. Bien sûr, je m'accrochais un peu avec elle, mais c'était jamais sans gravité. Pour elle, tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil, puisque c'est ce qu'on leur apprend à l'école aujourd'hui. Alors, mais bon, dans le sens de la vie, c'est pas comme ça. Hein. Tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil. Hein. Difficile pour l'instant de trouver le sommeil. Leur quotidien est désormais ponctué de rituels pour essayer d'atténuer un manque, chaque jour plus douloureux. Ben, on embrasse nos filles tous les jours, sur du papier, voilà. On les pleure tous les jours. On n'arrive pas à avaler ça. On ne pourra jamais avaler ça. Et moi, plus ça va, plus j'ai de la haine. Moi, j'ai un trou dans mon ventre et puis il est pas comblé, quoi. J'arrive pas à m'imaginer, c'est tout. J'ai l'impression qu'elles vont revenir. On n'arrive pas à s'imaginer qu'elles sont sous terre et puis on va tous les jours au cimetière, on leur parle toute la journée, mais elles sont plus là, il n'y a plus de répondants, quoi. Il n'y a plus leur voix, il n'y a plus leur message. Éric et Sylvie ont reçu des centaines de lettres de soutien en provenance du monde entier. Ils ont attentivement lu chacune d'entre elles. Pour l'instant, ils refusent tout soutien psychologique.
15 minutes avant la tuerie du petit Cambodge, les terroristes attaquent la terrasse de la Belle Équipe. Le bilan est extrêmement lourd. Anne-Sophie, vous avez été témoin de cette attaque. Les gens hurlaient de tous les côtés, les gens tombaient par terre. J'ai vu beaucoup de corps tout autour de moi et le temps semble extrêmement long jusqu'à l'arrivée des secours, mais qui en fait sont arrivés très très vite. 3 semaines après le massacre de la Belle Équipe, un parterre de fleurs a envahi le trottoir. Cette terrasse est devenue un sanctuaire. Au milieu des Parisiens venus se recueillir, Anne-Sophie, une jeune habitante du quartier confrontée directement au drame le soir de la tuerie. Et dire qu'il y avait exactement 18 places en terrasse à la Belle Équipe. Ils sont 19 morts. J'habite à peu près 30 mètres d'ici. Je passe devant tous les jours pour aller au travail et pour revenir du travail. Et à la place des corps que j'ai vus ce soir-là, il y a des fleurs, des bougies, plein d'objets, des bouteilles de vin, des dessins, des photos. Le 13 novembre au soir, Anne-Sophie dîne chez un ami, à 2 pas d'ici. À 21h45, des déflagrations lui font d'abord penser à un feu d'artifice. Elle sort machinalement son téléphone portable. Appelez le 15, putain. Faut appeler la police, là, non? Cette détonation sera la dernière d'une très longue série. Anne-Sophie vient de prendre conscience de la gravité de la situation. Formée au secourisme, elle court en direction des coups de feu, malgré le danger. Sarah, donne-moi les clés, j'ai ma trousse de secours à la maison. J'ai pas les clés. Là, moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, cours à la maison, va chercher ton matériel. Aide-les, vraiment, fais un truc pour te rendre utile. Ça sert à rien de paniquer. J'ai eu la force de le faire, donc j'ai couru chez moi, je suis revenue. Et là, en enjambant les corps, j'ai essayé de repérer ceux qui n'avaient personne pour les aider. Et là, j'ai commencé à traiter, avec l'aide d'autres civils, secouristes ou non, qui étaient avec nous. On a commencé à traiter blessure par blessure. Ce soir-là, Anne-Sophie et une demi-douzaine de volontaires prêtent spontanément main forte aux pompiers. Comme elle, la plupart ressentent le besoin de revenir chaque jour sur les lieux du drame. C'est bien de te revoir. Ouais. Jean-Luc aussi n'a pas hésité à porter secours aux blessés. Ça va, toi, quand tu reviens ici? Moi, je reviens pas. Dès que je regarde par la fenêtre, je vois tous les gens, je vois les fleurs. Donc, j'ai eu un peu de mal la semaine dernière. J'ai fermé mes rideaux. J'y arrivais plus. Moi, j'ai uniquement des flashs qui reviennent, des flashs de choses abominables. Ouais. Et j'essaye de les ranger, de les mettre de côté. Et quand je vois quelqu'un comme toi arriver, je sais pas, tu m'as fait, ça me donne un sursaut de, allez, c'est bon, on continue. T'étais pas toute seule. Voilà, j'étais pas toute seule, mais c'était bien qu'on soit là. Franchement, c'était bien. Et je crois qu'on est. Ah bah là, ouais, moi je vais me souvenir de toi toute ma vie. Les soins dispensés par Anne-Sophie et Jean-Luc dans l'urgence ont permis de sauver 4 personnes. Merci. Hein. Et puis quand tu veux. Bah ouais. Puis on se voit vite. Salut. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne sont médecins ou infirmiers. Passionnée de voyage, Anne-Sophie travaille dans l'audiovisuel, le moyen pour elle de parcourir le monde. Ce sac à dos l'accompagne dans toutes ses aventures, mais il n'a rien de l'attirail classique du globe-trotter. Ça se fait bizarre de revoir tout ça. C'est encore plein de sang, tout ça. En tout cas, elle a bien servi parce qu'elle est vide. C'est cette petite sacoche qui lui a permis de sauver des vies. Un nécessaire d'urgence distribué à l'issue d'une formation de secours aux blessures de guerre.
Anne-Sophie pensait s'en servir en Irak ou en Afghanistan, mais c'est juste en bas de chez elle qu'elle a affronté l'horreur. J'étais comme sortie de moi-même et je ne voyais que des blessures. Une blessure ici, il faut faire un garrot là, hop, je faisais le garrot. Une blessure à la cuisse, le garrot à la racine du membre. J'avais des moyens mémotechniques que j'avais appris lors de ce stage qui me permettaient de rester extrêmement froide. Et une fois ces premiers gestes effectués, certains saignements arrêtés, tout ce que j'ai fait, c'est tenir leurs mains, les regarder dans les yeux, leur dire de rester avec nous, leur parler, les réchauffer, les rassurer. Je ne me considère pas du tout comme une héroïne, pas du tout. Je pense avoir eu le bon réflexe au bon moment parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et j'aimerais bien faire en sorte que si ça doit se repasser, pour ma gestion de l'après, j'aimerais bien pouvoir transmettre, avec l'aide d'autres personnes, pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir ces mêmes réflexes, avec ce même matériel. Je suis hyper émue, là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Anne-Sophie, Jean-Luc et les autres civils qui ont porté secours aux blessés de la belle équipe ont créé un collectif. Leur objectif, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de former les citoyens aux gestes de premier secours. Difficile d'imaginer le lien entre un blessé et celui qui lui a sauvé la vie. Pour la première fois depuis les attentats, Anne-Sophie va revoir Jamel, un miraculé qui lui doit d'être encore vivant. J'imagine qu'il souffre parce que dans mes souvenirs, il avait 3 balles dans le corps. Et j'ai vraiment cru ce soir-là que ça allait très mal se terminer pour lui, qu'il n'allait pas s'en sortir, je vais être honnête. Et le fait qu'il soit encore là et que je puisse aller le voir, c'est extrêmement fort, extrêmement fort. Le jeune homme est toujours en soins intensifs dans un hôpital parisien. Salut. Anne-Sophie. Eh oui. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Putain, ça me fait du bien de te voir. Et tu te souviens bien de moi ? Ouais, bah ouais. Ouais, j'ai passé une heure et demie. Dès que tu tournais de l'œil, je te disais « Ah non, je te faisais rire. Et dès que je sentais que ta main lâchait, je disais « Allez, frère, allez, Jam. Ouais, je me souviens, c'est fou. C'est un truc. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est bien de... Enfin, voilà. Ça fait mal. Ouais, j'ai des douleurs au pied, en fait. Du coup, c'est le pied qui a plus pris. Moi, je pensais que c'était le bras qui allait... Non, c'est juste que le pied, en ce moment, j'ai des problèmes avec le nerf. Des grosses douleurs toute la journée. C'est chiant. Oh putain, c'est toi. Salut, Jam. Jamel n'oubliera pas non plus Fred, l'épicier du quartier improvisé secouriste, comme Anne-Sophie. 2 heures à me tenir à la main, à me maintenir en vie. C'est toi qui as été costaud. C'est toi qui as été... Vous étiez là pour nous... Ouais, mais t'es un sacré bout de personne, hein. Putain, tu lâches rien, hein. Ah, c'était pas évident. T'étais où? T'étais à l'endroit où on t'a trouvé, c'est-à-dire devant, ou t'étais plutôt à l'arrière, toi, dans le bar? Ah non, moi j'étais en terrasse. T'étais en terrasse? En première ligne, quoi. T'es un miraculé. Ouais. C'est énorme. Ouais. Franchement, je te dis, à un moment, j'étais assise de l'autre côté, par terre, avec l'américaine. J'avais juste une vue sur ton bras. Parce que et franchement, il y a un moment où je me suis dit, il va le perdre. Ouais. Moi, pour moi, c'était... C'est pour ça que quand je suis rentrée ici et que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est vraiment cool. Mais je crois même, quand je suis arrivé ici, j'ai perdu une sensation. Tellement la douleur était forte que le cerveau, je crois, il a coupé. Bah bien sûr. Ah, ça doit être ça. Hein. Ah, mais moi, vous êtes pas là, je pense que j'y reste. Hein. Je sais pas, je pense je sais pas. Ça a sorti quand même, je sais pas. C'est très bien de le voir là, il va continuer, il va aller mieux, il va avancer, il a le sourire, c'est magnifique, c'est très bien d'être là et c'est très bien de le voir. Un long travail de reconstruction attend Jamel. Des mois de patience, d'obstination pour retrouver son autonomie. Pour que la vie continue, coûte que coûte. Bon bah écoute, fais bien des progrès. Ouais, fais un bisou. Merci Anso d'être venu. Prends soin de toi. Ouais, bon courage à vous. Bon, Jam. Ouais, je te fais un bisou. Je reviendrai te voir. Merci. Ouais, je t'ai dit. Merci. 352 personnes
ont été blessés dans les attaques du 13 novembre. Cette vague de violence, sans précédent dans l'histoire de notre pays, a ébranlé la nation et bouleversé tous les Français. Ceux qui étaient en première ligne pour combattre les terroristes n'en sont pas sortis indemnes. Poussez-vous les gars! On fait quoi? On va où? Prenez-les, c'est bon. 2015, une année de cauchemar pour les forces de police, notamment pour le RAID et la BRI. Vous êtes pas blessés? La BRI et le RAID sont sur place. 80 policiers d'élite déployés. Le 13 novembre, la BRI donne l'assaut au Bataclan, où les terroristes sont en train de commettre un massacre. Au 36 quai des Orfèvres, Christophe Molmy, le patron de la BRI, n'oubliera jamais ce vendredi soir. Déjà, Charlie Hebdo, c'était affreux. Bon, l'hypercachère, on ne peut pas dire que c'était très drôle non plus. Mais là, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, effectivement. 89 corps, enfin, il y avait du sang partout. Surtout, avec de la présence d'explosifs. Alors, les ceintures explosifs, c'était nouveau pour nous. C'est la première fois qu'on voit ça en France. Mais 20 bâtons d'explosifs à l'hypercachère, ça valait largement 2 ceintures d'explosifs. Suite aux événements tragiques de janvier, la brigade a mis en place un nouveau groupe rapide d'intervention. Après l'alerte au Bataclan, il leur a fallu moins de 30 minutes pour arriver sur place. Donc on rentre à l'intérieur du Bataclan, donc il n'y a pas un bruit. C'est une vue très poignante, qu'on n'oubliera jamais, parce qu'on découvre une scène de crime abominable où on a une fosse remplie mais de 300-400 corps, qui ne sont pas des personnes blessées ou décédées, mais ça on ne le sait pas intuitivement. Donc d'ailleurs ma première réflexion c'est de me dire mais c'est invraisemblable comment ils ont fait pour tuer autant de monde en si peu de temps. Et on comprend tous assez rapidement qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui font les morts. Quelques secondes après leur irruption dans la salle de spectacle, les policiers essuient des dizaines de tirs. Dans les locaux de la BRI, le numéro 2 de la brigade conserve un vestige de cet assaut, témoin de la violence de l'attaque. Eh bien, ça, c'est le fameux bouclier qui nous a protégés lors de l'assaut au Bataclan contre les terroristes. Il y a, je crois, 27 impacts. On a dénombré. Et c'est donc par les côtés de ce bouclier qu'on a pu sauver les otages qui faisaient bouclier humain, en revanche, pour les terroristes. Ah ben là, c'est du tir de Kalachnikov, donc c'est un très gros calibre, c'est une arme de guerre, avec donc du calibre de guerre. Donc vous voyez que les impacts sont monstrueux. La scène, je dirais, qui me marquera, je pense, à vie, c'est à la fin, bien après l'intervention, une fois que tout est redescendu, c'est calmé. Je me souviens que j'étais à un moment dans la salle et il y avait un silence, c'est vraiment le silence, comme on dit, le silence de mort. Et ce qui était surprenant, c'était tous ces téléphones portables qui sonnaient. J'ai regardé, j'ai pensé à tous ces gens. Je me suis bien évidemment imaginé toutes ces personnes qui étaient inquiètes, qui appelaient leurs proches pour savoir ce qu'ils advenaient. Et j'avoue que on se retrouve dans un sentiment bizarre, surréaliste, d'angoisse. On regarde les gens qui sont alignés par terre. C'est une image qui me restera. Les 2 colonnes d'assaut de la BRI qui ont affronté les terroristes du Bataclan pensaient pourtant avoir connu le pire, quelques mois auparavant. Le 9 janvier dernier, ce même groupe de policiers était intervenu à l'hypercachère. Il y a 2 blessés graves à terre. Ok. Tu veux quoi? Ok, très bien. 2 ambulances, s'il vous plaît, 2 ambulances. Les gens qui courent dans tous les sens, enfin, c'est terrible, terrifiant. « 17h30 à la porte de Vincennes, le dénouement violent d'une prise d'otage sanglante. Sur ces images, un homme de 69 ans, Alain Coinon, libéré avec les autres otages après les 4 heures les plus longues de sa vie. Ce 9 janvier, il allait simplement faire quelques courses à l'hypercachère lorsqu'il a croisé la route du terroriste Amédi Koulibaly. Quelques mois plus tard, cet ancien haut fonctionnaire a repris le cours de sa vie.
En cette mi-novembre pourtant, la prise d'otage du Bataclan résonne douloureusement en lui. Mais beaucoup restent à l'intérieur, trop loin des sorties. Ils trouvent refuge où ils peuvent. Thierry va se barricader dans l'une des loges avec une trentaine de personnes. Jérémy parvient lui aussi à rejoindre une petite pièce bondée. C'est un silence absolu. C'est le même scénario qu'à l'Hypercacher. Simplement, là, il y a eu beaucoup plus de morts que ce que j'ai vécu, moi. Ils racontent comment ils sont enfermés dans une loge. J'ai eu un moment, j'ai eu ça aussi. C'est-à-dire, moi, je m'étais précipité, j'étais dans le fond du magasin, je m'étais précipité dans les caves avec d'autres. Et donc, ça m'a fait penser à ce moment où j'étais là à attendre. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enferme? Est-ce qu'on laisse la porte ouverte? Évidemment, ça réveille ce souvenir. Ce souvenir qui est très dur et qui est un petit peu angoissant pour moi, c'est sûr. Car les assaillants tentent de nouveau d'entrer dans la régie où Paul s'est réfugié. Ils ont recommencé à s'intéresser à notre porte. Moi, j'ai hésité, il faut dire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je reste pas ici? Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, si je dois être tué, je préfère à la limite être tué en haut, à la lumière, plutôt que de mourir dans une cave, quoi. Et donc je suis remonté. Et alors je découvre d'abord devant moi un cadavre, baignant dans son sang, là, juste à la sortie de l'escalier. Donc il a fallu que j'enjambe ce cadavre, parce que Koulibaly était dans le fond du magasin, il avait réuni tous les otages dans une travée, et je l'ai vu là pour la première fois avec ses kalachnikovs en main. Et donc je me suis tout de suite signalé, parce que je me suis dit, bon, celui-là, peut-être qu'il tire sur tout ce qui bouge. Alors j'ai dit, ben, je peux venir. Voilà. Et il m'a fait une réponse qui m'est restée dans la tête, tellement elle était un peu incongrue. Il m'a dit, oui, venez, monsieur. Monsieur. C'est un peu inattendu dans ce contexte. Et là, en m'asseyant, je me suis aperçu qu'il y avait 3 cadavres autour de moi. Il y a un certain recul quand même, en se disant, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer, quoi. À certains égards, j'avais un peu l'impression d'être dans un film, bon, tout en me disant, non, c'est pas une illusion, hein. Près d'un an plus tard, c'est surtout l'échange qu'il a eu avec le terroriste qui continue à le hanter. Il nous a tous alignés et il nous a demandé de décliner notre identité. Donc nom, âge, profession et origine. Et quand il est arrivé à moi, donc j'ai répondu. Et origine, je ne savais pas quoi dire. Jamais personne m'a demandé mon origine. Qu'est-ce que ça veut dire, origine? Alors j'ai dit, bah, français. Et de lui-même, il m'a dit catholique. J'ai dit oui, catholique. Bon, je ne suis pas croyant, mais je suis né dans une famille catholique. Bon, et c'est peut-être un des éléments qui me reste le plus en mémoire. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai dû me définir pour quelque chose d'important, puisque là, on est dans la vie et la mort, par une catégorie religieuse qui ne signifie rien pour moi. Et ça, quand j'y réfléchis, c'est vraiment très pénible, parce que ça veut dire que je vais mourir, nous allons mourir, simplement parce qu'on a commis le crime d'être né différent. La virée meurtrière d'Amédi Koulibaly avait commencé la veille, en banlieue parisienne. Une policière a été tuée à Montrouge par un homme qui a tiré... Un homme vient de lui tirer dessus à bout portant. Elle décédera quelques minutes plus tard. La maman de Clarissa Jean-Philippe, elle était abattue par Koulibaly à Montrouge. Clarissa Jean-Philippe, une jeune femme de 26 ans, rentrée dans la police pour servir l'État. Elle a été abattue en pleine rue par Amédi Koulibaly. Une petite ville dans le nord-est de la Martinique.
lendemain de la Toussaint, c'est aujourd'hui la fête des morts. Oui, et les bougies déposées hier sur les tombes continuent de brûler pour raviver le souvenir de nos proches aujourd'hui disparus. En ce jour des morts, difficile de trouver une place assise dans la petite église de Sainte-Marie. Pour rien au monde pourtant, cette femme n'aurait raté l'hommage aux défunts. Marie est la mère de Clarissa Jean-Philippe. Ouais, c'est très dur. Ouais. J'ai le cœur qui est gros. Clarissa repose désormais dans le cimetière du village où elle a grandi. Ce jour-là, le clan Jean-Philippe honore la mémoire d'une jeune femme, devenue au fil des années la fierté de la famille. Celle qui avait réussi, à force d'obstination, de travail, à 8000 km de là en métropole. Monique, on va pas oublier. Ah, j'ai pas encore accepté ça. Hein. C'est le refus complet là. Hein. Mais derrière la photo. Attends, avant c'est trop. Non, derrière la photo. De ça. Prier inlassablement pour sortir du déni. Cette mort brutale a plongé toute la famille dans l'horreur. 10 mois après, c'est toujours présent et c'est difficile. On n'arrive pas, on n'y arrive pas. Ce sont les circonstances de sa mort qui font ça, hein. Donc personne ne s'attendait à ça, donc c'est normal, c'est difficile pour nous. Depuis le mois de janvier, la maison de Marie ne désemplit pas. Dans le deuil, la famille fait bloc. Lynn, la tante de Clarissa, était très proche de sa nièce. Policière elle aussi, elle était son mentor, sa protectrice. Quand j'ai vu les attentats chez Charlie Hebdo à la télé, je lui ai dit fais attention à toi parce que c'est en plein Paris, toi tu es à Montrouge, alors fais attention, mets ton gilet. Donc du coup, elle m'a dit t'inquiète pas Tati, je mets mon gilet, je pars jamais sans et je fais attention. Le gilet pare-balles n'a pourtant pas suffi à sauver la vie de Clarissa, terrassée par un tir à bout portant dans le dos du terroriste Amédi Koulibaly. Il a tué une pauvre innocente qui n'avait rien demandé. Donc je peux pas pardonner, c'est pas possible. Dans l'immédiat en tout cas, je peux pas. Je sais pas quand est-ce que ça viendra, mais j'en tremble tellement c'est rageant. Dans cette maison, le temps s'est arrêté le 8 janvier 2015. C'est le tiner à la tripe. Là, je prépare l'assaisonnement pour mettre les tripes sous le feu. C'est quelque chose que Clarissa aimait manger. Avant de partir le mois de décembre, je lui ai préparé pour partir là-bas. Elle m'avait fait congeler, elle est partie avec. Je ne sais pas si elle a eu le temps de le manger. Juste avant l'attentat, Clarissa avait passé les fêtes de fin d'année en Martinique. Dès qu'elle le pouvait, la jeune femme traversait l'Atlantique. On ne s'est jamais séparés. Puis le jour qu'elle est partie, je lui ai dit qu'elle m'a abandonnée. Elle m'a dit non, maman, je ne t'ai pas abandonnée, je vais chercher du travail pour t'aider. Pour moi, la vie n'a plus de sens. Hein. J'ai mon fils avec moi, mais pour moi, il n'y a plus de sens à la vie maintenant. Hein. Je vis au jour le jour.
Pour trouver la force de continuer à vivre, Marie se rattache à ce qui lui reste de sa fille et à sa foi profonde. Dans une maison familiale, transformée en mausolée. Ça me console de regarder les photos. Quand je regarde les photos, je sais qu'elle est avec moi. Même après la mort, ça représente beaucoup pour moi. Ah oui, elle vit avec moi toujours, hein, parce qu'elle n'est pas partie. Hein. Pour l'instant, elle est là. Wilfried est le seul frère de Clarissa, de 5 ans son cadet. Abandonnés en bas âge par leur père, la petite fratrie était très soudée. À l'écart de la maison familiale, à l'atmosphère qu'il trouve parfois pesante, il nous conduit dans les champs de canne à sucre, là où il travaille comme ouvrier agricole. Ici seulement, Wilfried laisse éclater sa colère, ses envies de vengeance à l'égard d'Amédi Koulibaly. Ça aurait été autre chose de savoir, par exemple, que c'est moi qui allais le traquer avec mes amis, quoi, tu vois. Ça aurait été autre chose. Savoir peut-être c'est moi qui le tue, tu vois, c'est déjà un autre soulagement. Celui qui a fait le coup, là, il est mort, donc après, ils l'ont tué. Il n'a pas pu parler, il n'a pas pu dire pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, ça, c'est un tas de questions qui restent sans réponse. En France, les victimes d'un attentat et leurs proches sont dédommagés par un fonds de garantie. 15 000 € ont été proposés à Wilfried, mais le petit frère, en colère, a immédiatement renvoyé le chèque de dédommagement à son expéditeur. Décembre 2014, le plan Vigipirate est au niveau rouge en France. La menace serait imminente. Personne n'imagine encore à quel point l'attaque au journal Charlie Hebdo sera meurtrière. Des hommes cagoulés, brandissant des kalachnikovs, face à eux, désarmés, des dessinateurs amoureux de la liberté. Toute ma vie de femme, c'est lui. C'est ma plus belle histoire d'amour. C'était un mec merveilleux, un bon mari, un bon amant. C'était un papa extraordinaire. Tinius, 57 ans, l'un des meilleurs dessinateurs de presse de sa génération. Ce père de 4 enfants fait partie des victimes des frères Kouachi, tués en pleine conférence de rédaction au journal Charlie Hebdo, le 7 janvier. Quelques mois plus tard, Chloé Verlac, sa femme, entre en résistance autour de 2 combats. Élever ses enfants, épaulé par Michel, son père, et faire vivre l'œuvre de Tinius. Dans cet atelier où il croquait ses caricatures les plus acerbes, Chloé déniche des trésors, des dessins inédits. Donc là, c'est religion. C'est bizarre hein, de toucher tout ça. Hein. Ouais. Il arrêtait pas de me dire bon, tu vas m'aider hein, pour ranger le bureau. Hein. Je lui dis bah attends, tu vas ranger ton bureau. Moi, j'ai fait déjà pas mal. Ah non, je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Bon. Et finalement, tu vois, c'est moi qui le range. Le dossier Corse, tu vas en avoir plein. Ouais. Eh ben écoute, on le met comme ça, Chloé. Depuis le matin du 7 janvier, rien n'a bougé dans cet atelier où Tinius dessinait chaque jour depuis 25 ans. Mais qui est con. Oh, c'est l'original noir et blanc, voilà, putain. avec le truc. Ah, j'adore, regarde. C'est un jeu. Ouais, je me souviens. C'est une double page. Ouais. Il est magnifique, ce dessin. Impossible pour Chloé de se plonger seule dans ses archives. Découvrir de nouveaux dessins est à chaque fois un moment fort. Ouais. Alors, guerre armée... Moi, les dessins, quand je les vois... j'ai besoin de partager, voilà, j'ai besoin de pouvoir dire oh, t'as vu, ça c'est extraordinaire, parce que c'est très triste
d'avoir personne avec qui partager. Oui, et puis tous ces dessins, ça rappelle des moments, quoi, aussi, parce que on les connaît, mais le truc fou, c'est qu'on les connaît pas tous, quoi. Je pense que même Chloé les connaît pas tous. Non. Alors on découvre, on dit, ah, celui-là, c'était quand? Regarde. T'as vu cette vieille rombière? Oh non, là, il t'a fait 100 ans, là, salopard. Regarde, c'est affreux, hein. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait oh non. En juillet 2014, notre équipe tourne des images rares au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Un reportage jamais diffusé, tourné le jour de l'emménagement dans les nouveaux locaux. C'est dans ces bureaux que l'équipe sera décimée 6 mois plus tard. Nous décidons de montrer à Chloé ces images inédites. Charb, le directeur du journal, est le premier des journalistes à être assassiné par les frères Kouachi lorsqu'ils pénètrent dans la salle de rédaction. 6 mois plus tôt, pourtant, la sécurité ne semblait pas être au cœur des préoccupations. On a plus à craindre d'une aggravation de la situation économique générale et celle de Charlie qu'on a à craindre d'une agression d'extrémistes religieux. Dans cette salle de rédaction, le noyau dur de Charlie Hebdo, dont T-News, assidu comme chaque mercredi matin depuis 22 ans. Allez-y, les enfants. On vous écoute. Le bon parent. Non, c'est le seul parent qui ne regrette pas. En effet. Ben, je suis heureux d'être celui-là. Bah, moi aussi. C'est un exemple pour nous tous. C'est mère de famille? Bah, évidemment, je suis mère. Mais Cabu, mais qu'est-ce qui t'arrive, Cabu? Mais enfin. Et nous, on a l'exclusivité de Funès et on en fait qu'une double page. Mais vous êtes fous. Ouais, le centenaire. C'est l'année du centenaire. Une conférence de rédaction comme les autres à Charlie. Tu pensais que ça arriverait un jour, toi? Moi, je pense que ça fait plutôt un 16 pages bien. Toi, je pensais qu'un jour il y aurait de la contestation dans le journal ou même une tentative de putsch, mais que ça se passe sur De Funès. Je pensais qu'on s'engueulerait politiquement, on n'est pas d'accord. Mais regarde comment elle est petite cette salle de rédaction. Moi quand je suis rentrée, c'est ça qui m'a marqué, c'est tout petit. C'est tout petit, il n'y a pas d'issue. Autour de cette table, 7 d'entre eux tomberont sous les balles des terroristes. J'étais jamais allée dans ces locaux-là, donc je les connaissais pas et la seule fois où j'y suis allée, c'était pour récupérer la sacoche de T-News. Il y avait encore des traces, j'ai vu l'endroit où était T-News, j'ai vu les impacts de balles dans les tables, j'ai vu tout ça, donc j'avais que ça comme image de ces locaux et c'est... Voilà, c'était assez c'est terrible parce que c'est des images qui hantent, qui reviennent, dont on rêve, Et là, tout d'un coup, je l'ai vu vivant dans ces locaux, tout propre, tout blanc. Il y a du plaisir, il y a... Voilà, donc ça fait du bien. Ces derniers mois, Chloé a publié 3 ouvrages posthumes signés T-News. 2 autres sont en préparation. Comme à chaque étape importante de ce combat, Michel, son père, est à ses côtés. Ce soir, Chloé présente au public un livre-hommage, l'anthologie T-News. Je sais que voilà, il est plus là, j'accepte, j'ai pas le choix, mais j'aimerais tellement qu'il puisse juste voir. Je voudrais qu'il sache que ça existe. Et donc j'ai cette petite solitude là, je suis un peu triste parce que je sais qu'il voit pas. Je remplacerai rien, mais elle avait besoin. Moi j'avais besoin d'être là, elle avait besoin que je sois là, parce que on ne s'est pas encore vraiment remis. On fait les costauds, on fait les fiers, mais ça hante quand même, quoi. Il est bien, il est bien.
Bah, ça reste ma petite fille, hein, toute petite. Hein. Tous les amis du couple sont venus apporter leur soutien à Chloé. Patrick Peloux, Christophe Alévèque et Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre. Bon, merci. Non, merci Je à vous. suis très fière d'être là. Je trouve que son mari continue à vivre en elle, quoi. Il est là avec elle, avec son sourire, avec tout ça. Et c'est une revanche. C'est une revanche sur la barbarie. La barbarie n'a pas tué ni le rire ni le sourire de Chloé. Et ça, bravo. Un pour Caro. Merci. Ça, c'est pour Caro. Ça, c'est pour Caro. Ouais, mais c'est un peu spécial. Ah, c'est pas facile, hein? Non, c'est un métier. Non, mais c'est émouvant. Parce que j'aimerais tellement que ce soit lui qui les signe, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelques jours, Chloé s'est envolée avec son père et ses enfants pour des vacances au Vietnam. À 10 000 km de Paris, loin, très loin des hommages liés à un triste anniversaire. Quelque part dans Paris, dans un quartier tenu secret, un appartement surveillé en permanence par le service de protection rapproché de la police. C'est ici que vient de s'installer la journaliste la plus menacée de France, Zineb El Razoui. Voilà, on est chez moi. Je suis là depuis quelques mois maintenant, après une période d'errance où j'allais d'hôtel en hôtel, je changeais d'endroit tous les 2-3 jours, j'allais chez des amis. Cette figure de Charlie Hebdo ne doit sa survie qu'à son absence du journal, le 7 janvier. Depuis, sa vie ressemble à une étrange partie de cache-cache avec la menace terroriste. Ici, elle a enfin trouvé un point de chute, un refuge. Il manque beaucoup de choses, un bureau par exemple. Pour l'instant, mon bureau, c'est l'espèce de caisse pleine de papier là-bas. Une table, des rideaux. Ce 2 pièces confortables est une prison sans barreaux. Zineb évite au maximum les sorties dans Paris. C'est depuis son salon qu'elle a suivi horrifiée les attentats du 13 novembre. C'est extrêmement difficile lorsqu'on a vécu une attaque terroriste comme celle du 7 janvier de voir en fait que finalement toute la mobilisation, toutes les promesses, toutes les mesures même, ou les mesurettes, ou les mesures qui ont été prises, finalement n'ont pas réussi à nous prémunir contre une autre attaque, qui a d'ailleurs été beaucoup plus sanglante, beaucoup plus violente. Moi, je pense que la liberté n'est pas négociable et quand même, il faut parfois revenir à des considérations raisonnables et se dire que la France est un pays qui ne va pas se laisser écraser, ni se laisser gangréner de l'intérieur par des buveurs de pisse de chameau, quoi. Une liberté de ton, devenue l'emblème d'un combat mené au péril de sa vie. Le moyen pour Zineb de dépasser le drame du 7 janvier. À 1800 km de Paris, Stavanger, une petite ville portuaire du sud de la Norvège. Chaque année, un prestigieux festival pour la liberté d'expression y est organisé. 8 mois après les attentats, Zineb en est l'invité d'honneur. Un déplacement sous bonne escorte, car le risque d'attaque est permanent. Zineb, vous ne montez pas dans un taxi classique là? Non, je monte dans une voiture de convoi. Qui sont ces gens qui vous encadrent? C'est la protection norvégienne. Voilà, qui travaille évidemment avec la protection française. C'est à chaque fois comme ça que je viens, donc que je me déplace à l'étranger. Voilà, merci. Déjà sous le coup d'une fatwa depuis 2009, sa tête a été mise à prix en février dernier par le groupe État islamique. Les terroristes lui promettent la lapidation ou la décapitation. La menace est prise très au sérieux par les services de sécurité. C'est par là? Oui, c'est ça. Chambre 302,
C'est juste ici. Et le policier est déjà là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous dans le hall vers 13h30. OK, pour le déjeuner. Pour le déjeuner. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Depuis les attentats, Zineb vit avec l'obsession que ses confrères et amis ne soient pas morts pour rien. Elle clame toujours plus haut, toujours plus fort, les idées pour lesquelles ils sont tombés. Je pense beaucoup à Charb. Je crois que Charb, je sais pas, je me demande si en fait je pense pas à lui tous les jours, quoi. Je pense que je pense à lui tous les jours. J'ai mis longtemps, en fait, à réaliser, intégrer le fait qu'ils étaient morts. Ensuite, en fait, je pense que le fait de voir défiler devant soi en 2 jours, comme ça, les cercueils de ses copains, eh bien, ça ramène à des considérations qui sont extrêmement réelles. On est confronté à quelque chose d'aussi crucial et simple que la vie et la mort, en fait. Dans quelques minutes, la journaliste donnera sa première conférence dans une salle de spectacle, aussi surveillée qu'un hall d'aéroport. Je vais juste fumer une cigarette avant d'y aller. Je vais aller déjeuner en fait chez vous. Jamais seule, depuis des mois. La moindre pause cigarette entraîne le déploiement d'une dizaine de policiers en alerte autour d'elle. Mais Zineb ne semble pas intimidée. Non, j'ai pas peur. Eh bien, je sais que de l'autre côté, ce sont des fous qui sont... Mais voilà, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que moi, je crois en la vie. Si eux, ils ont le culte de la mort, moi, j'ai le culte de la vie. Et il faut vivre. Il ne faut pas arrêter de vivre sous prétexte que cette bande de cons existe. Voilà. Maintenant, je vis sous cette menace permanente. Et beaucoup de gens me demandent « Es-tu sûr que tu veux continuer ? Pourquoi est-ce que tu ne changes pas ton nom, ton travail ? Et pourquoi tu ne penses pas un petit peu à toi ? Je préfère rester moi-même et prendre le risque d'être tuée, plutôt que de ne pas assumer qui je suis. C'est notre liberté qui est menacée, ainsi que notre modèle de société. Depuis un an, Zineb a multiplié les conférences et les prises de parole en public. Des dizaines de débats pour continuer inlassablement à défendre la liberté d'expression. Après le choc d'un attentat aussi meurtrier que Charlie Hebdo, impossible de reprendre le cours de sa vie, là où on l'avait laissé. En Corrèze, cette jeune femme est bien décidée à ne plus laisser ces démons la hanter. Sigolène Vincent est l'une des rescapées de l'attaque. Elle participait à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, le 7 janvier. Mise en joue par l'un des frères Kouachi, elle a finalement été épargnée sous le prétexte qu'elle était une femme. Journaliste et romancière, elle participe à l'un des plus grands salons littéraires de l'année, la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde. Bonjour. Oui, Naël. Oui, Naël. Je le dédicace à qui, du coup? Laurent. Vous le dédicacez? Oui, bien sûr. Voilà, l'hommage à Charb que j'avais fait. C'était un petit merci, hommage avec des dessins de vos amis. D'accord. Voilà, Je lirai ça avec attention. Je vous l'offre. Merci, Philippe. Merci, Sigolène. Au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez apporter ça au journal? Oui. Ce sont des pièces de musée, si vous voulez. Hein.
mais j'en ai souvent en double. Ouais. Il y a 40 ans, plus de 40 ans, disons, puisque c'est de 71. J'ai été, on va dire, entre guillemets, afficheur officiel de Charlie Hebdo. Vous êtes des ballunes, quoi, Wolinski. Hein. Oui, oui. Et vous avez gardé ça tout ce temps-là? Tout le temps, ouais. Je les ai tous, les Charlie, hein, depuis le numéro 1. Je peux? Oui, bien sûr. Sigolène est sans cesse ramenée à son statut de rescapée. Bah, ça me touche et puis ça me fait plaisir. Je pense que ça fait plaisir à la personne qui me les apporte. Voilà, c'est touchant. Puis en plus, c'est des affiches réalisées par Georges et ça fait du bien. Parfois, ça fait pleurer. Ce dernier roman, Sigolène l'a terminé quelques jours avant le 7 janvier. Pour l'instant, j'ai pas repris l'écriture romanesque, mais c'est un peu tari la source. Alors moi, je suis pas blessée physiquement, mais je pense que je suis blessée quelque part et que mon corps, d'une manière ou d'une autre, quand même, le ressent et peut-être que ça changera ma manière d'écrire. Cette matinée de janvier a fait que je veux retourner à des choses beaucoup plus simples, comme vivre, voilà. Elle menait une vie pleine de projets, une vie d'aventurière, faite de voyages, de départs sur un coup de tête. Depuis le drame, Sigolène n'a jamais eu autant besoin de nature et de calme. Au départ, les premiers mois, une impression de plus appartenir au monde, en fait, de marcher à côté du monde, de regarder les autres. C'est comme si on était séparés par une vitre et je regardais les gens vivre et je me demandais comment ils faisaient pour vivre, pour rire. J'ai l'impression que j'étais plus du tout intégrée au monde. Je me sens moins handicapée, moins tétanisée, moins sidérée que les premiers mois. Mais après, ça évolue. La tristesse, curieusement, est plus importante maintenant, en fait. Je pleure plus souvent qu'avant. Voilà. Le trauma laisse place à de la tristesse. Une profonde tristesse que Sigolène tente de chasser petit à petit. La jeune romancière projette de reprendre dès qu'elle le pourra l'écriture d'un manuscrit laissé en suspens.